podcast. Histoire d'animaux. Le chamois. Jacques Trémolin, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors vous vous êtes mis à l'heure de la montagne aujourd'hui, c'était l'actualité. Et aujourd'hui, puisque nous sommes ici, on va parler d'un prince de la montagne, Sylvain. Oui. C'est le chamois, puis l'isard, qui n'est qu'un chamois domicilié dans les Pyrénées. Le chamois qui est d'ailleurs le symbole de l'Isère, enfin l'emblème de l'Isère. Et oui, en effet, et de toute l'Alpe. Alors il n'y a pas besoin de le décrire, tout le monde connaît sa silhouette, c'est un miracle d'élégance cet animal-là. Ses jolies cornes, la tache blanche dessous sa figure. Oui, si vous voulez avoir l'air calé quand vous voyez un chamois, ils ont tous le bas de la figure blanc. Mais il y en a qui sont, le bas de la figure est foncé, Oui. la même couleur. Alors dans ce cas-là, vous dites c'est un chamois charbonnier. Ça, vous avez l'air calé tout de suite. Hein. Branché, d'accord. Alors tout le monde connaît surtout son incroyable agilité au saut. Vous savez, franchir 7 mètres de pied ferme, faut le faire. Hein. Ça veut dire franchir 7 mètres de pied ferme. C'est-à-dire que votre chamois a les 4 pieds rassemblés, Oui. et puis pouf, vous le retrouvez 7 mètres plus loin. Comme ça, sans élan. Comme ça, comme ça. Ah oui. Eh ben, puis surtout, le fabuleux, c'est de le voir arriver, les 4 sabots joints, sur le bit du bout d'un rocher pointu, avec 2000 mètres de vide de chaque côté. Bon, il n'y a que le chamois pour réussir tout ça. C'est à cause de la structure de ses sabots aussi, qui sont mieux faits même que nos meilleures chaussures de varap. Puis sa musculature qui est prodigieuse, c'est un Hercule. Et puis son entraînement. Parce que, depuis qu'il est tout petit, vous savez, le chamois, songez qu'il s'entraîne à faire des acrobaties sur le dos de sa mère. Le chamois sait sauter et puis se récupérer. C'est d'ailleurs à travers la première année d'un petit chamois que nous allons suivre la vie de ce merveilleux animal, d'un éterlou. Oui, oui. L'éterlou, c'est son nom. Éterlou, dans le patois des montagnards, c'est un bébé chamois. Un éterlou, féminin, une éterle. Notre éterlou est né fin mai, dans un endroit vraiment impossible. Alors là, où sa mère, la chèvre, on l'appelle la chèvre, la femelle du chamois, la chèvre était sûre que personne ne viendrait le déranger. C'est-à-dire le bit du bout d'une corniche étroite au bord du vide avec la pique dessous en général. L'autre, invraisemblable. Elle l'y laisse seulement pour aller boire. Et lui, à ce moment-là, il reste absolument immobile, comme s'il savait que le seul danger, c'est l'aigle. L'aigle qui arrive, qui l'affole à grands coups d'aile et qui le fait tomber dans l'abîme. Parce qu'il est trop lourd pour un aigle, un éterlou. À 8 jours, il suit sa mère, qui l'allaitera pendant 2 mois, et le voilà qui rejoint la harde, ou plutôt les jeunes de la harde, avec qui il va faire le fou. Il faut les avoir vus pour le croire, ces éterlous, bondissant de rocher en rocher, ils essayent, leur force, ils s'entraînent, c'est ahurissant ce qu'ils font. Mais au moindre bêlement sourd et bas de la mer, chaque éterlou cavale vers elle, et ils se libéreront que beaucoup plus tard. Ils regardent à peine les grands chamois, leur univers c'est les petits. Les grands chamois, et leurs chèvres qui suivent, quoi qu'il n'y ait absolument aucun ménage, n'est-ce pas? Il n'y a aucun lien entre le mâle et la femelle, Ah bon. sauf au moment de l'accouplement. Oui. On s'ignore en dehors de ça. Les grands, donc, ont une vie tout à fait réglée. Alors, la journée d'un chamois, c'est réglé comme du papier musique. Allons-y, voyons. Réveil tout en haut, au lever du soleil, au ras des glaciers, bien au-dessus des derniers arbres de la forêt. On broute jusque vers 10 heures du matin, en descendant doucement dans les alpages. Un moment de sieste, rebrouter, sieste plus longue sur le coup de midi, et puis on remonte lentement, toujours en broutant, jusqu'au glacier où on se retrouve le soir. Quelle journée paisible, hein. C'est tranquille. Hein. Pas de chef, pas de hiérarchie dans la horde, qui compte au plus 20 à 30 chamois. Quelquefois c'est plus nombreux, mais c'est plus rare. On se prévient les uns les autres en cas de danger par un drôle de sifflement lancé à bouche fermée, c'est le cri d'alarme. Et puis chacun surveille du coin de l'œil ce que font les autres, levant la tête surtout quand il entend les marmottes siffler, parce que quand une marmotte siffle, c'est toujours mauvais signe. Et le printemps passe ainsi, puis l'été, enfin l'automne. À ce moment-là, nous sommes en novembre, tout devient fureur dans la horde. Ces dames sont prêtes à l'amour, ces messieurs le sont, et ils viennent fous. On se bat entre mâles, mais pas des batailles pour rire, hein. On se charge à plein pot dans la neige, au ras des précipices, on se renvoie promener à grands coups de corne. C'est très impressionnant à voir, ces batailles de grands chamois. Et justement, il ne faut pas que les petits éterlous, que les petites éterles voient ça. Alors ils se groupent tout près les uns des autres, pendant que les parents se battent comme des chiens. Ils se groupent tout près les uns des autres, et puis une vieille chèvre aubréaigne, vous savez, qui, vu son âge, les problèmes sentimentaux ne l'intéressent pas, elle les rejoint et elle prend leur tête. Et tout ce petit monde s'en va, une dizaine d'éterlous et d'éterles plus la vieille, par des itinéraires, alors à faire s'évanouir les recherchés les plus calés, vers des bouts de vallée connus des seuls chamois, où ils vont passer 1 mois, le mois de novembre, loin des adultes en folie. Et l'extraordinaire, c'est que c'est pendant ce mois-là que se fait l'éducation des éterlous.
Au moment du départ, ils ne savaient rien que courir vers leur mère quand elle bêlait, puis faire les fous dans les rochers. Maintenant, quand ils reviennent, ils savent reconnaître la neige dangereuse, celle où le risque l'avalanche. Ils savent s'immobiliser quand un chien aboie ou qu'on voit l'ombre de l'aigle sur la neige. Ils savent gratter la neige pour trouver le plantain, le trèfle, tout ce qui se mange ou qui se broute. Ils vont s'abriter quand l'orage menace. Bref, ils se conduisent en chamois civilisés, je veux dire. En chamois adulte, quoi. Et oui. Est-ce qu'ils se sont éduqués les uns les autres? Est-ce que le fait de ne plus avoir la mère qui les surveille les a libérés, donc éduqués? C'est assez compliqué à expliquer. Et puis, vers la fin novembre, Éterlou et Éterle rejoignent la horde qui maintenant, en fureur amoureuse calmée, s'enfonce dans la forêt, vu que la neige recouvre tout au-dessus. Alors c'est le salivaire des chamois. On mange ce qu'on trouve sous les arbres, on ronge les écorces, on grignote des bouts de branches, on souffre. C'est le moment où les hardes se rapprochent des villages. C'est le moment aussi où, non, c'est très bien ça d'ailleurs, dans beaucoup de coins des Alpes, on va mettre des tas de foin dans les bois pour que les chamois ne crèvent pas de faim. Puis le printemps viendra et la vie recommencera. 15 ans de vie devant soi. Un détail encore, Sylvain. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un détail auquel je tiens beaucoup parce que tout ça n'est pas ça. Oui. L'Isard est un chamois des Pyrénées. Oui, ça, je le savais. Or, il y a là-bas notre parc national des Pyrénées, merveilleusement gardé tout le long de la frontière espagnole. Si bien gardé que dans certaines vallées, les isards deviennent trop nombreux, alors que dans les vallées voisines, il n'y en a pas. Mais allez persuader un isard de changer de vallée. Il rentrerait chez lui dans la journée, évidemment. Oui, évidemment. Il faut qu'il change de son plein gré. Alors, vous ne pouvez pas leur expliquer, il ne peut pas faire un discours, isard. Non. Alors, les gardes du parc ont trouvé un truc. Ils disposent les pierres plates, de loin en loin, sur l'itinéraire qui va d'une vallée, celle qu'on veut faire quitter par les isards, à l'autre, celle où ils devraient s'installer. Et sur chaque pierre plate, on met du sel. L'isard adore le sel, comme tous les brouteurs. Alors on voit la harde aller de pierre plate en pierre plate et arriver à la vallée destination, où ils resteront, puisqu'ils sont bien. N'est-ce pas merveilleux qu'on en soit arrivé là? Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à ces messieurs du Parc national des C'est Pyrénées. vrai que c'est une bonne idée. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.